J'ai créé une société de travaux à plusieurs millions de chiffres d'affaires sans rien connaître aux travaux et ça fait maintenant 1 an et demi qu'on a ouvert. Dans cette série de vidéos, en fait, j'ai envie de vous expliquer quel est mon plan pour arriver à une valorisation de 100 millions d'euros. J'ai vraiment envie avec ces sociétés de travaux d'avoir une grosse croissance, de maîtriser ma croissance, de me structurer au maximum et d'avoir une valorisation qui avoisine les 100 millions d'euros. Alors vous imaginez bien que pour avoir cette valorisation là, il faut que ma société soit presque nationale, pratiquement nationale. Donc je vais essayer de vous expliquer tous les enjeux que je rencontre, mon plan et comment on va estimer que cette valorisation soit à 100 millions d'euros. Parce que clairement, demain je dis que c'est 100 millions d'euros, ça veut tout et ça veut rien dire. Donc on va se baser sur quelques critères. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume, je suis investisseur immobilier depuis 2019 et en fait au bout d'un moment j'en avais marre de gérer des locataires, j'en avais marre de gagner 25-30 000 euros par an juste avec des loyers. Et j'avais toujours eu au fond de moi ce feu sacré, un petit peu cette volonté de me dire j'ai envie de faire quelque chose de très grand, j'ai envie de faire un énorme truc. Donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. Et au bout d'un moment quand j'étais investisseur immobilier, je me suis rendu compte qu'il y avait un marché à prendre dans les travaux. Je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'en fait il n'y avait pas vraiment de société clé en main. Il n'y avait pas de personnes qui arrivaient et qui étaient une réelle solution pour tous les investisseurs immobiliers, les marchands de biens. Et on voyait souvent qu'en fait c'était plein d'artisans qui étaient connus par le biais du bouche à oreille. On connaissait Hervé l'électricien, Patrick le plombier. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire, clairement. Aujourd'hui, dans la rénovation d'intérieur, il n'y a pas de leader national. On ne connaît personne. Demain, questionnez-vous et votre entourage, qui est le leader national de la rénovation intérieure? On ne sait pas vraiment. Mais par contre, dans le gros œuvre, on connaît Eiffage, on connaît Bouygues, on connaît toutes ces grosses structures nationales. Et aujourd'hui, il n'y avait pas de place pour le second œuvre. Donc je me suis dit pourquoi. Donc j'ai vite compris que c'était compliqué d'être leader dans la rénovation intérieure parce que il y a énormément d'artisans, il y a énormément d'auto-entrepreneurs. Donc j'ai essayé d'établir des modèles, des connexions et je me suis dit ok, j'ai un plan qui est bien concret dans ma tête pour essayer de développer et d'aller chercher ces niveaux petit à petit pour m'instaurer sur le marché comme une référence. Donc aujourd'hui c'est peut-être pas encore le cas et vous ne connaissez sûrement pas ma société qui s'appelle CRénover. Mais en tout cas on essaie de s'instaurer dans le Grand Est petit à petit jusqu'à être connu par tout le monde, par tous les investisseurs immobiliers. D'ailleurs j'ai un Instagram sur l'immobilier et l'entrepreneuriat qui me permet aussi de m'aider à développer ça. L'Instagram s'affiche juste ici si vous voulez aller voir tout le contenu que je poste. Parler et faire le point avec quelques chiffres sur notamment CRénover qui est ma boîte de travaux, on est passé en 14 mois de 0 à 9 personnes dans l'équipe. On a vite embauché les personnes dans la volonté d'internaliser. Aujourd'hui le but est d'avoir le moins de sous-traitants possible. Il en reste toujours 2 dans l'équipe mais on les internalise au fur et à mesure pour essayer de salarier tout le monde. Le but est de salarier un maximum de personnes sans pour autant être 100 personnes. Je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de ces épisodes, pourquoi je n'ai pas envie qu'on soit 100 personnes dans l'équipe. Mais vous allez me dire c'est contre-intuitif. Comment tu peux avoir une boîte valorisée 100 millions et ne pas vouloir être 100, 200, 300 salariés? C'est impossible. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer déjà comment on valorise une boîte. Ensuite, je vais vous donner le plan pour arriver à gravir ces étapes, se rapprocher le plus possible, le plus rapidement possible à cette valorisation là. Et enfin, je vais vous expliquer les enjeux auxquels je fais face. Quels sont les enjeux que j'ai au quotidien? Quels sont les enjeux que j'ai au mois, à l'année? Parce que moi, concrètement, j'ai personne autour de moi qui a fait des boîtes de cette ampleur là, entre guillemets, et j'ai dû me former, j'ai dû analyser, écouter des podcasts, voir un petit peu ce qui se faisait dans d'autres marchés parce que je ne connais personne dans le BTP qui a créé une boîte qui vaut déjà plus de 5-10 millions ou qui ont un chiffre d'affaires de 5-10 millions. Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires qui est facturé de 2 millions annuels. Donc à la fin de cette année 2024, on verra combien on aura encaissé et je vous tiens bien entendu au courant au fil des vidéos. Comment on valorise une boîte? Parce que souvent, on entend un petit peu tout le monde dire que lui a une fortune de 100 millions d'euros, Bernard Arnault a une fortune de 2 milliards d'euros. C'est pas vraiment leur fortune, c'est la valorisation de tous leurs actifs. Par exemple, Bernard Arnault a peut-être une valorisation de boîte du groupe LVMH de je sais pas 30-40 milliards, je ne sais pas du tout combien. Donc c'est la valorisation qui crée le patrimoine, on va dire la fortune globale. Moi je connais pas tous les critères concrètement, je vais pas vous faire du blabla en disant il y a ça, ça, ça. Je connais un seul facteur qui est pour tout le monde compréhensible de tous les entrepreneurs. C'est ce qu'on appelle l'EBE, l'excédent brut d'exploitation ou l'EBITDA pour la plupart des gens. L'EBE en fait c'est ce qui nous reste avant impôt, après les salaires, après tout ce qu'on a payé, les matériaux, après les restaurants, tout, même nos salaires à nous par exemple, c'est ce qui nous reste dans notre poche avant impôt. Donc c'est une super data en fait pour mesurer notre progression. C'est une super data pour savoir si une boîte est viable, rentable ou non. Parce que quelqu'un qui a un EBITDA inférieur à 0, c'est quelqu'un qui perd quand même de l'argent. Alors même si cette personne ou ce groupe s'est payé énormément, c'est compliqué d'aller voir les banques et de se dire ok regardez moi j'ai une boîte rentable alors que j'ai un EBITDA qui est négatif. Il y a des personnes qui ont un EBITDA qui est très faible parce que ces personnes-là n'ont pas envie d'avoir une boîte valorisée. Ils préfèrent que ça soit une vache à lait comme on dit, se tirer un maximum de salaire et c'est ok pour eux. Moi, j'ai envie de soigner mon EBITDA. J'ai envie d'avoir un EBITDA le plus beau possible, quitte à payer des impôts. Parce que ça entraîne énormément de choses. Et je vous ferai dans cette série de vidéos, une vidéo spécialisée sur l'EBITDA. Pourquoi je veux absolument avoir ça, quitte à payer de l'impôt. Pour cette première année, avec CRénover, on a eu un EBITDA de 110 000 euros. Ok? Donc, c'est pas mal pour une première année. C'est vraiment très très bien. Mais on a essayé de le soigner et j'ai payé 25 000 euros d'impôts sur les sociétés. Alors que je n'avais pas forcément besoin de ça. J'aurais pu me prendre du salaire à moi-même. J'aurais pu donner du salaire à mon associé. Mais c'était pas du tout mon objectif. Le but était de soigner
soigner au maximum ce premier bilan pour pouvoir enchaîner par la suite avec de l'effet de levier. Pour rester sur cette EBE, sur cette EBITDA, on valorise en fait une boîte par rapport à 7 à 11 fois son EBITDA. Alors ça dépend d'autres facteurs bien évidemment, mais c'est une moyenne. C'est-à-dire que si vous avez un EBE d'1 million, votre société peut être valorisée entre 7 et 11 millions d'euros. Donc c'est plutôt pas mal. Mais aussi ce qui rentre en compte dans la valorisation d'une boîte, c'est l'opérationnel du dirigeant. Imaginez que demain, moi, Guillaume, j'ai fait une boîte avec Rénové qui fait 1 million d'EBITDA tous les ans. Le problème, c'est que si je ne suis pas là, la boîte elle fait 500 000 parce que c'est trop compliqué, parce que je suis hyper opérationnel, c'est moi qui gère tout. Demain, je pars une semaine en vacances, c'est la catastrophe. Et bah forcément, cette boîte est valorisée moins. Mais aujourd'hui, moi, je fais en sorte de mettre tous les process en place pour que justement, moi, Guillaume, le CEO et le cofondateur, soit pas du tout opérationnel. Que j'ai juste besoin de structurer, de processiser toute ma boîte et que je sois le moins opérationnel possible, que je pense simplement à la stratégie pour que un investisseur plus tard, dans les 2, 3, 4, 5 ans à venir, se dise ok, moi j'investis dans cette boîte et le mec qui gère cette boîte, bah il est même pas opérationnel. Ça veut dire qu'en fait c'est une boîte qui est quand même vachement passive. C'est-à-dire que la structuration qui a été mise en place, elle est top pour pouvoir investir dessus. Donc ça c'est à peu près les deux critères pour moi les plus importants pour valoriser une boîte. Alors bien sûr, il y a d'autres critères, il y a à savoir le cash burn que vous faites, combien vous avez de charges, combien il y a de salariés, bien sûr il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Et moi, j'ai envie qu'on se base sur ces deux critères, l'EBITDA et mon opérationnalité dans ma société. Donc pour faire le point un petit peu avec vous, on a fait 110 000 d'EBITDA pour cette première année. C'est-à-dire qu'on est à 1% de notre objectif final. Parce que si on fait 10 millions d'EBITDA, on pourrait avoir une boîte qui avoisinerait les 70 millions de valorisation à 110 millions. Ça va être l'objectif, c'est d'être entre 10 et 12 millions d'EBITDA annuels. Pour cette deuxième année de Rénové, on va clôturer, je pense, un EBITDA qui est aux alentours de 350 à 500 000 euros d'EBITDA. Donc on verra au fur et à mesure des mois. Je vous tiendrai également au courant sur les chiffres. C'est pas mal parce qu'on fait x4 voire x5. Et là, on est pratiquement au demi-million. Donc on est un peu plus sur l'objectif. On est à 5-6% de l'objectif final. Donc c'est un peu plus intéressant et je vais vous expliquer aussi comment on est passé de ces 110 000 d'EBITDA à pratiquement 400 à 500 000 euros d'EBITDA. Je vous expliquerai bien évidemment la croissance. Alors mon plan. Évidemment, j'ai pensé à tout ce que je voulais pour arriver le plus rapidement possible à ce chiffre-là parce que c'est hyper compliqué. Comment on peut arriver à ce chiffre-là en étant issu d'un village de 7000 habitants, connaissant personne qui a fait des boîtes à 100 millions d'euros? Je me suis dit, heureusement, il y a Internet qui existe. Donc ça, c'est cool. J'ai écouté pas mal de podcasts, des boîtes qui étaient valorisées à 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards, 100 millions, 200 millions. J'ai écouté des heures et des heures. Depuis 2-3 ans, j'écoute tous les jours des podcasts et des interviews pour me faire des idées un peu sur comment on maîtrise nos marges, comment on recrute, comment on structure, comment on fait de l'hypercroissance, comment on gère son hypercroissance, comment on fait de la croissance externe, de la croissance interne, comment on internalise, comment on externalise. Bref, j'ai essayé de maîtriser toutes ces données-là pour arriver avec une boîte hyper qualitative. Mon objectif à moi était simple. Dès le premier mois, je voulais être rentable. Et qui plus est, c'est ce qui a marché. Aujourd'hui, on est rentable. Aujourd'hui, tout le monde gagne de l'argent dans cette société. Tout le monde est bien payé. Et le but, ça va être de maîtriser justement cette croissance. Donc mon plan, il est simple. J'ai pas envie d'avoir 1000 salariés. C'est pas mon but, c'est pas mon objectif. J'ai envie de continuer comme je suis aujourd'hui, à pouvoir partir 6 semaines à l'étranger et bosser simplement sur mon ordi. Je sais qu'avoir 1000 salariés, c'est compliqué. Donc mon objectif, il est de faire 10 salariés à chaque fois. C'est-à-dire que ça va être très simple. Aujourd'hui, j'ai envie que dans toutes les filiales que je vais créer, et non des franchises, des filiales, je vous expliquerai la différence. J'ai envie d'avoir 10 à 15 salariés maximum pour arriver à un EBITDA entre 500 000 et 1 million. Le but, c'est d'avoir 10 à 12 filiales qui font toutes ces filiales 1 million d'euros d'EBITDA. Et moi, comme j'aurais évidemment été le fondateur de tout ce groupe, j'aurai des parts dans toutes ces filiales. Le but, c'est que toutes ces filiales fassent 12-13 millions d'EBITDA et donc que le groupe Rénové fasse 12-13 millions d'EBITDA. Je vous expliquerai bien évidemment comment je compte faire ça, comment je compte convaincre les filiales, comment je compte accélérer au maximum parce que c'est compliqué d'aller chercher d'autres villes qu'on ne connaît pas forcément le marché, parce que je connais hyper bien mon marché, je connais hyper bien ma ville, je connais hyper bien ma région, et je ne connais pas la région du sud-ouest, la région du nord, la région de l'ouest, mais par contre, je sais comment je structure, je sais comment je développe une boîte, et je sais comment convaincre et amener du business dans ma boîte. Donc tout ça, je vous l'expliquerai évidemment. L'objectif va être aussi de faire de la croissance externe, de racheter d'autres boîtes, de racheter des usines, de contrôler les matériaux, bref, on a d'énormes ambitions, et j'ai envie de vous partager avec nous toute cette avancée, parce que pour moi, là, je vous dis que j'ai envie de faire de la croissance externe, je vous dis que j'ai envie de racheter d'autres boîtes, mais je l'ai jamais fait. Donc comment ça va se passer? Eh ben on le verra. Et c'est notamment pour ça qu'on va parler des enjeux, parce que les enjeux aujourd'hui sont multiples. Aujourd'hui, les enjeux ils vont notamment dans les enjeux humains. J'ai pas d'assistant de direction, j'ai pas forcément de secrétaire actuellement, donc je suis obligé déjà de me structurer par l'administratif, parce que c'est hyper compliqué. Quand on est une boîte qui est en hyper croissance, on a tendance à se dire il faut que je recrute encore de l'humain pour être le plus technique possible. Mais peut-être que le recrutement le plus pertinent aujourd'hui est de recruter quelqu'un de plus administratif. En fait, si vous voulez, il y a l'administratif, c'est toutes les personnes
personnes qui gèrent la compta, les fiches de paye, les papiers, etc. Il y a le technique, c'est avec toutes les personnes qui sont manœuvres. C'est les personnes, le plombier, l'électricien, le menuisier qu'on va devoir recruter. On en a toujours besoin parce qu'on a toujours plein de chantiers en cours. Et il y a le côté stratégique. Là, ça va être moi, ça va être le CEO, ça va être le directeur des opérations. J'ai basé toute ma société sur ces 3 critères. J'ai besoin de ce critère-là de technique. Mais peut-être que c'est le besoin court terme. J'ai peut-être besoin plutôt de l'administratif à long terme. Donc ça, c'est un des enjeux. C'est quel recrutement je dois faire, comment bien recruter. Je sais comment recruter. J'ai appris à recruter, mais comment bien recruter quand la boîte vaut 10, 20, 30 millions, je ne sais pas. Donc je vais avoir plein d'enjeux comme ça à voir. Et comment garder toujours mes marges, parce que vous imaginez bien, plus je recrute, plus mes marges diminuent. Donc comment je vais pouvoir garder ça? Peut-être en faisant de la croissance externe, en achetant des boîtes de matériaux, je ne sais pas. Je vais vous donner toute ma stratégie au fur et à mesure des vidéos, bien entendu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune chose de cette série-là. Et si vous êtes hyper intéressé par comment monter une boîte de travaux, je vous invite à réserver un appel dans le premier lien en description. C'est un lien Calendly. Vous réservez un appel avec moi. Vous m'expliquez un petit peu votre problématique. On essaie de la traiter ensemble. Et bien évidemment, on avance ensemble sur le sujet de la structuration, le développement d'une boîte de travaux ou non. C'était Guillaume, CEO et fondateur de Serenové. Passez une belle journée, bonne soirée, bonne matinée. À très vite. Ciao.